Eh bien, Quentin, c'est la reprise. C'est parti. Ah, bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, faites-moi un bordel pas possible pour Édouard Louis, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. J'apprécie. Bienvenue Édouard. Merci beaucoup. Je suis je suis contente, hein. Je vais pas te raconter de clarinette. Si t'es pas contente, tu peux le dire aussi. Ça peut faire une émission intéressante. Ah, ça serait bizarre. Ben oui, un peu de confrontation, ça fait du bien. Ouais, mais Attends, je vais essayer. Ouais. Non, tu peux pas. Attends, j'essaye. Bon, c'est l'amour pur entre nous, tu peux pas jouer la haine. Édouard, maintenant que t'es là, on va passer un peu de temps ensemble. Bah oui, hein, on n'a pas le choix, je crois. Non, j'aime pas. Non, ça marche. J'aime pas du tout. Je vais commencer par t'offrir ta friandise parce qu'il y a une tradition, on doit bientôt te revoir. C'est que chaque invité reçoit sa friandise personnalisée que je vais chercher en allant fouisser dans les étals des magasins attenants, des unités commerciales physiques attenantes à mon établissement personnel. Et j'ai décidé, j'ai galéré en fait, parce que j'avais envie de te ramener plein de trucs, genre des ors et de la myrrhe, tu vois. Et en fait, je t'ai pris ça, donc je te laisse le déballer. C'est des bonbons à la réglisse et en fait je déteste ça. Je crois que c'est le truc que je déteste le plus au monde. Mais justement, la friandise que j'offre, c'est pas forcément pour faire plaisir, c'est parce que il faut que ça rappelle quelque chose. Et je pense, parce que j'ai un petit peu lu ce que tu faisais. Et pour moi, c'est vraiment un bonbon qu'il y a au milieu dans la voiture, tu sais, dans le vide-poche entre l'avant et l'arrière. Oui. Il y en a un qui est un peu défait. Non, moi surtout c'était que parfois il y avait des paquets Haribo avec différents types de bonbons mélangés et quand il y avait des trucs un peu aux ans ou à la réglisse, leur parfum contaminait tous les autres bonbons. Et ça vraiment je trouvais ça hyper rageant et les gens voulaient acheter toujours les paquets comme ça de mélange en disant c'est pas grave tu mangeras les autres. Mais je disais mais non parce qu'en fait tous ont le goût de je sais pas d'anis ou de réglisse et je trouvais ça vraiment horrible. Et donc moi c'est la réglisse ou le réglisse, je sais même pas la réglisse. C'est pas ce qu'on croit. Pour moi c'est un peu le symptôme de la manière dont fonctionnent nos sociétés, comme ça, avec des gens qui s'accrochent aux autres et veulent leur donner leur saveur, alors que nous, on n'a pas envie d'être comme eux. L'émission a commencé depuis 2 minutes, hein, donc on est chaud, on est sur le grill. J'ai l'impression qu'on est sur Skyrock, j'adore. Oui. Tu vas lâcher un couplet dans 2 secondes, tu sais. Moi, je t'ai toujours vu un petit peu comme ça, comme une sorte de D-Fool pour hipster de gauche. Ouh, et j'ai chaud dedans. C'est un compliment. Oui, je sais. Mais depuis tout à l'heure, depuis que tu as dit le mot zan, j'arrive pas à penser à autre chose en fait. Ah oui? Bah oui, parce que le zan, c'est pas tous les jours déjà que quelqu'un dit le mot zan. Ah oui? Par applaudissement, est-ce que vous avez entendu le mot zan ces 5 dernières années? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un vieux mot? C'est un mot, c'est comme lire, tu vois. Pas l'instrument L apostrophe. Ah d'accord. Ah oui, je pensais lire au sens de lire un non. Le truc improbable. Le meuf qui cherche les problèmes directs. Non mais lire c'est le passé, enfin je veux dire... Meuf, t'as devant le côté de toi, regarde, ça arrive ou quoi? Non mais Zan, lire. Hier il y a un pote qui m'a dit on sent que t'as beaucoup de dire en toi. C'est là genre mais genre on est à une discussion ou un Scrabble sérieux quoi. Ah oui, c'est un peu étrange. Est-ce que t'as souvenir de quelqu'un qui t'a dit un mot comme ça récemment où tu t'es dit genre mais ah bon, on se parle comme ça, d'accord. Oui, un jour, je sais pas si je peux dire ça, mais un jour, j'étais en train de faire un entretien, et c'était un entretien plutôt très sérieux, où on parlait d'un de mes livres, mais on parlait surtout d'auteurs que j'aimais. On parlait de Frantz Fanon, on parlait de Jean-Paul Sartre, on parlait de Simone de Beauvoir, on parlait de William Faulkner. Et puis on parlait d'une situation comme ça, je sais plus exactement ce que c'était.
Et le journaliste m'a dit mais c'était une forme d'hubris en fait. Et moi je savais pas ce que ça voulait dire hubris, et j'ai dit d'une certaine manière. J'adore. Et en fait j'étais tétanisé parce que je sais pas ce que ça veut dire. Et donc le d'une certaine manière peut toujours passer. Ouais. Donc si on te dit est-ce que tu aimes le Zan, tu peux dire d'une certaine manière aussi. J'ai eu ça il y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a dit pareil. D'ailleurs, quand t'as dit entretien, je pensais que tu passais un entretien d'embauche. Je te disais, mais pourquoi? T'as un peu ric-rac en ce moment. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et je t'ai imaginé pendant 10 minutes chez Darty, dans le bureau en haut. Tu sais, en haut de la mezzanine, il y a souvent une mezzanine chez Darty, dans le bureau de la directrice. Oui. Qui avait des chaussures à talons, mais avec les petits talons pratiques, là, tu sais, 2 cm. Je vois tout à fait. Voilà, et je suis partie là-dedans, après je suis revenue. Donc, il n'y a pas longtemps, pendant un entretien téléphonique que j'avais avec quelqu'un, la personne m'a dit ouais, en fait je vais te l'envoyer, tu t'inquiètes pas, c'est une V1, c'est vraiment entre nous, je t'envoie le vadémécum. Oula. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'étais là, mais pourquoi il va m'envoyer du dentifrice, le type? Comme dirait Muriel Robin, je comprends ni le mot ni la définition. Non mais c'est fou quand même. Ouais. Et d'ailleurs, donc saut à la ligne, pourquoi le dentifrice s'appelle vadémécum? Tu le sais? Bah non, parce que, alors après j'ai regardé ce que ça voulait dire vadémécum, outre le dentifrice. Donc ça, c'est genre un guide. Genre une sorte de comme ça de manuel d'une certaine manière. Ça va être notre safe word. Et donc je me suis dit mais enfin le dentifrice qui s'appelle comme ça, non, un guide, pourquoi? Pour avoir des belles dents, je sais pas. Et donc tu t'as pas percé le mystère? Bah non, c'est vrai que si quelqu'un à la fois est le web. Est-ce que vous pouvez chercher vadémécum dentifrice? Merci. J'ai l'impression qu'on est à Berkeley, tu sais, et qu'il n'y a que des étudiants, mais franchement, ils sont loin dans le game. Ils sont dans le futur, parce que c'est juste des gens qui voulaient venir à une émission, et il y a des gens qui sont sur Wikipédia en ce moment. Donc j'adore. À chaque fois, c'est pareil. Tu me fais un petit signe délicat quand tu l'as? Génial. Ça me fait trop chelou que vous m'entendiez. Moi, c'est un truc que je comprends pas. En fait, pour les auditeuristes de la version podcast, c'est les gens qui sont pas devant nous. On est à la Villette, qu'on remercie de nous accueillir. D'ailleurs, PS, I love you. Et les gens sont en face de nous avec des casques sans fil. Donc, je me dis, ça revient à la première question qu'on s'est posée dans À bientôt de te revoir. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Non, je sais. C'est tout à fait incroyable d'imaginer le son comme ça qui voyage jusqu'au casque. Ça me paraît incroyable. C'est un délire. Oui, moi des fois je m'en remets pas. Comme tout le monde, j'ai plein de chansons sur mon téléphone et je me dis mais comment je peux avoir la voix de Lana Del Rey ou Nina Simone sur mon téléphone? Enfin, comment c'est possible? Et puis comment le son voyage jusqu'aux oreillettes? Et oui, j'ai un manque de compétences complet. Comment c'est possible? De fait, c'est un peu comme les mystères de l'univers. Bien sûr, et de Pékin. Et de Pékin. Non, c'est vrai, hein, c'est incroyable. C'est un délire. J'ai peur de me retourner vers Quentin, parce que je vois qu'il fronce le nez, parce qu'il a envie de nous expliquer. Mais d'accord, tu veux pas m'expliquer? Il faut que je fasse un BTS son. Parce que d'accord, il veut pas m'expliquer, c'est pas grave. C'est la reprise, je t'en veux pas. Je t'en veux pas, Doudou. Je t'entends pas. Je t'entends pas. En fait, ces casques, ça me fait penser à est-ce que vous alliez, et est-ce que je dis un vous général, genre dans les hypermarchés, à l'époque où il y avait les CD au début en écoute, tu vois, et que tu t'écoutais le CD trop fort et que tu chantais Teste-moi, teste-moi. C'était beaucoup trop fort. J'ai le souvenir d'avoir chanté Le temps des cerises de Dorothée très fort dans un kora dans les Vosges. Mais t'es né en quelle année? Non, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais c'est sorti avant ta naissance. Dorothée, elle avait repris Le temps des cerises. Elle avait repris. Ouais. T'es gentil. Ah, d'accord.
D'ailleurs, moi, je pensais que Dorothée venait chanter pour moi à chaque fois que je mettais la chanson sur ma cassette. Ah ouais. Et je me disais, waouh, doit avoir un sacré agenda, ou alors il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. C'est juste pour toi. Est-ce que dans la vie, tu as quelque chose à perdre? Oula, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? C'est difficile comme question parce que sans doute, ouais, comme tout le monde, j'ai plein de choses à perdre. Ben, j'ai des gens que j'aime à perdre, c'est un peu naïf de dire ça, mais j'ai toujours peur de perdre les gens que j'aime. J'ai toujours une angoisse d'être abandonné. Je pense que je peux être un ami un peu... Bon, il faut s'y habituer, quoi. J'ai besoin qu'on me rassure, j'ai besoin qu'on me dise qu'on m'aime, sinon je me sens un peu abandonné. Mais après, il y a d'autres choses qu'on aimerait perdre parfois. On aimerait ne plus être soi et vraiment tout perdre. Et moi, en vérité, je dois dire que les plus beaux moments de ma vie, c'est les moments où je perds tout. Par exemple, parfois quand je vais faire, je sais pas, je vais travailler ou je vais en voyage avec des amis ou je vais faire une conférence à l'étranger. Si j'ai une conférence, je sais pas, pendant un jour dans une ville, je sais pas, peu importe où, je m'arrange toujours pour avoir un jour après et partir dans une autre ville et aller dans un bar ou le soir et tout perdre justement et dire que je m'appelle William ou dire que je m'appelle Julien et être quelqu'un d'autre et plus être un écrivain et plus être moi et simplement pouvoir tout recommencer. Et ça pour moi c'est un sentiment qui est très... qui fait du bien en fait, de perdre tout ce qu'on est, parce que l'identité c'est quand même quelque chose d'assez lourd et on se rend compte que même les identités qu'on a voulu construire, finalement elles peuvent être lourdes. Et moi je me suis battu comme beaucoup de gens ici sans doute, pour être ce que je suis. Bon, tu vois, c'est ce que j'ai raconté dans mes livres. Je suis parti de la campagne, j'ai quitté ma famille très jeune, à 14 ans, je travaillais, j'ai changé de nom, j'ai changé de prénom, je suis venu à Paris, j'ai fait des études, j'étais le premier dans ma famille à faire des études, je me suis mis à écrire des livres. Donc au fond c'est des choses que j'ai voulu. Et j'ai dû particulièrement me battre pour les avoir parce que je venais pas d'un milieu où ces choses-là elles m'étaient données, où elles étaient acquises d'avance. Et au fond, même ces choses que j'ai tant voulu, parfois j'ai pas de plus grand fantasme que de les perdre. Et donc, ouais, c'est pour ça que c'est une question difficile, c'est que ça dépend des jours. Mais je trouve que c'est bien quand même de... Je dis pas que ma question elle est super, hein, parce que j'allais dire. Elle est super. C'est bien de se la poser la question parce que en effet, le personnage que tu te construis, c'est quoi le mot ça pègue. Tu vois quand ça pègue, quand ça colle un peu. Ah oui. Tu vois. Ouais. Ça pègue. Ouais. Pègue, quoi. Comme un créma, t'en veux plus parce que c'est cerise et que c'est long. Tu vois, et que tu le mets dans ta paume et que ça pègue, ça colle quoi, je pense. Hein. Oui, exactement. C'est juste ça colle en fait. Les gens depuis tout à l'heure dans le public, ça colle. Ça colle. Elle est chiante en fait, elle écoute pas ce qu'on dit. Mais bon, tout ça pour dire que je trouve qu'en effet, c'est une grosse responsabilité en fait de devoir déjà être quelqu'un de bien. Parce que c'est long des fois. C'est dur. Mais je trouve ça fou d'oser faire ce que tu fais. Te donner un nouveau perso si tu vas dans un bar et que tu t'appelles Gontran. Ouais, j'ai pas encore pensé à Gontran, mais ouais, c'est quelque chose de... Ouais, d'un seul coup, tu respires, quoi. Parce que ce qui est beau, ce qui est beau pour moi, je sais pas, c'est de conquérir les choses, c'est pas d'avoir les choses. Et tu sais, à un niveau complètement différent, mais ça me fait toujours penser à ça. Il y avait toujours Jean Genet qui disait à propos de la lutte des Palestiniens contre la colonisation israélienne, disait les Palestiniens, il faut qu'ils se battent pour récupérer leur nation, et le jour où ils l'auront, ils pourront la foutre à la poubelle, parce que le jour-là, ce sera plus du tout intéressant, parce qu'il n'y a rien de plus con que la nation, il n'y a rien de plus con que de vouloir avoir une nation. Mais quand on l'a pas, c'est légitime de vouloir ce dont on a été privé. Évidemment, à un niveau complètement différent, je me compare pas, j'ai pas vécu ce qu'a vécu un Palestinien colonisé comme Mahmoud Darwish ou d'autres, mais il y a quelque chose à tous les niveaux de cet ordre-là, dans la conquête de choses qui nous ont été prises. C'est beau de les reconquérir, c'est beau d'avoir quelque chose qu'on n'a pas eu le droit d'avoir, et puis en fait après on peut avoir envie de le balancer, quoi. Et c'est pour ça que ce que tu dis sur la perte, c'est ça qui peut être beau, c'est l'idée que en fait voilà, on les a, on peut avoir le droit de les perdre et avoir envie de le faire, on peut les récupérer après d'ailleurs, mais ce serait bien
serait bien un monde où... Je suis très bavard, hein, je t'avais prévenu, mais... Mais nanani. Et en plus, on a les sirènes derrière. J'ai l'impression qu'on est dans le film Mérine, tu sais. J'entends les... Ah oui, c'est ça, les batailles. Non, mais il y a aussi... En fait, moi, c'est pas que je cite toujours des choses, mais c'est que j'aime bien penser par les autres aussi. Et puis, moi, j'admire beaucoup de gens et beaucoup d'auteurs et donc on peut avoir l'impression que je cite toujours des choses, mais c'est parce que c'est des gens que j'admire et quand je lis des choses ou quand j'entends des choses que j'admire, j'ai envie d'en parler. Mais il y a aussi il y a une très belle idée il y a un livre que Hervé Guibert a fait sur Michel Foucault qui s'appelle « L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », qui est un livre sur le Foucault et le sida, le moment où Foucault a eu le sida et le moment où Foucault était en train de mourir du sida. Et Foucault, on a beaucoup dit qu'à la fin de sa vie, il était malheureux d'être Michel Foucault, justement. Que comme ça, cette espèce de position de grand philosophe, d'aller à Berkeley, de faire ses grandes conférences cérémonieuses sur Emmanuel Kant et sur Hannah Arendt. Et il était un peu comme... il y avait quelque chose de... Ouais, cette identité lui collait à la peau, comme ça. Et il disait, Hervé Guibert, qui était son ami, et donc Guibert a retranscrit ça dans son livre, il disait, je rêve d'une sorte d'hôpital pour les gens qui seraient séropositifs comme moi et qui vont mourir, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Et en fait, tout serait un gag. On penserait que les gens vont dans l'hôpital pour mourir, ils rentreraient dans cet hôpital, et au fond de cet hôpital, il y aurait une petite porte par laquelle on pourrait sortir. Et une fois qu'on aurait franchi cette porte, on pourrait avoir un autre nom, être une autre personne, laisser tout ce qu'on a été derrière soi, changer de genre, changer de sexe, changer de vie, changer de... Et tu vois, c'est ça qui est beau dans la perte. Et Foucault dirait on pourrait tout foutre en l'air, tout laisser derrière soi, tout abandonner. Et peut-être qu'on devrait créer dans nos sociétés des endroits qui produiraient cette possibilité-là. Ouais, c'est vrai, parce que jusqu'ici, à part la Légion étrangère, il n'y a pas... Je veux dire, c'est un délire, quoi, quand même, tu vois. Ouais, c'est particulier, mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est intéressant, quoi. Enfin bon, il ne faut pas que ce soit... une fille comme toi ou un petit gay comme moi, ça serait sans doute un peu difficile. Mais moi, je les bute, t'as même pas idée. Je les étouffe avec mes cuisses, ils vont faire quoi? T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Moi, j'ai peur. Ah bon? Ouais. Mais tu me défendras. Je les bute pour toi. Non, mais ils vont faire quoi, les gars? Non, mais... Parce qu'ils laissent tout derrière, mais pas la masculinité, je crois. Non, mais ça, c'est... tu sais, t'inquiète. Tu sais, gérer. Mais je suis fascinée par les légionnaires. Ouais, bah moi aussi. Dit-il avec la main dans le tiroir. Non, ça c'est moi qui le présuppose. Non, mais je sais pas, il y a un truc, franchement, bon, ok, c'est mascu toxique. Ok, on est d'accord. Et il défile avec le tablier en cuir au 14 juillet. Ok. Mais quoi? Bah, tous les documentaires sur YouTube non officiels, dirons-nous, sur comment tu entres à la Légion étrangère et tout, c'est vraiment, tu vois des gars ils sont tout petits, tu sais, ils arrivent et ils sont vraiment genre... Ils sont pas bien, quoi, tu vois. C'est pas des gars qui arrivent dans la. C'est pas comme les gens à Biarritz. T'es déjà allé à Biarritz? Non, jamais. Ah, les gens n'ont pas peur de la vie à Biarritz. Ils n'ont peur de rien. Ils marchent, ils sont au monde comme une couette Calvin Klein sur un lit de qualité, tu vois. Il n'y a pas de plis. Mais ils sont pas repassés. Mais c'est juste, moi, je sais pas, c'est comme ça. J'ai pas de plis. Et donc, bref, tout ça pour dire que, ah non, les gens qui entrent à la Légion étrangère, oh, c'est pas comme les bizarrotes, non, je sais pas comment ils s'appellent. Les bizarroles, tiens. Non, c'est vrai? Non, je plaisante. C'est énervant, parce que du coup, on a vraiment envie de te croire quand tu dis un truc. C'est chiant. Oui, est-ce que quelqu'un sait comment ils s'appellent, les biarritzotes? Les biarros? Les biarros. Il y a des biarros dans la salle? Par applaudissement, par cliquetis? Bah maintenant, avec ce que tu as dit d'eux, maintenant... Regarde, elle a pas peur. Regarde, elle est bronzée, elle est zépo. Elle est comme une chanson de section d'assaut avant la polémique. Moi, je vais me zépo, et vraiment t'es zépo là-haut. Je suis sûre que toi aussi, t'as pris un truc à boire. T'avais prévu, voilà. Non mais j'adore. Je veux être toi. Je veux par le Wi-Fi du casque prendre ta sève, tu vois. Et pas être une meuf qui doit s'asseoir sur un fucking canapé et qui vient en mini jupe. Voilà. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Enfin bon, bref. Tout ça pour finir sur les légios, qui sont tout petits, donc je trouve ça très mignon quand ils arrivent le premier jour, que
C'est quoi? C'est quoi ce bruit? Est-ce qu'il y a la grande vadrouille qui est derrière nous, quoi? Il y a Louis de Funès qui va débarquer de nulle part en disant non, là, elle est paf, d'un seul coup. Bon, voilà, j'aime les légionnaires. Enfin, non, j'aime pas les légionnaires. J'aime le concept de dire ouais, là vraiment c'est chaud. Et d'ailleurs, attends, c'est où que j'ai vu ça? J'ai vu un gars. Ah oui, je regardais la télé avec ma mère un après-midi, je suis allée dans les Vosges il y a pas longtemps là, et on regardait une sorte de C'est mon choix ou une émission de l'après-midi avec une présentatrice désagréable qui prend son cachet, qui a pas envie d'être là et qui est là genre ouais, et donc après vous avez été à la rue pendant 2 ans, d'accord, et ensuite t'es là genre ah, c'est pas gentil. Bref, tout ça pour dire que le gars avait fait une journée à la Légion et qu'il avait dit ah merde, mais non, mais pas du tout, c'est beaucoup trop chaud pour moi, je vais jamais y arriver. Ils sont cinglés là-dedans parce que tu regarderas les documentaires que je cite, ils ont pas le temps, ils ont pas notre temps, hein, les gars, ils ont pas notre temps. Ils font t'arrives et toi et moi on arrive et ils disent vous me faites 300 pompes, 300, pas sur les genoux, hein, les vrais, hein. Ah non, c'est mort. Et donc le pauvre, du coup, il disait bah du coup je pouvais pas rentrer, j'étais gros gens comme devant, je pouvais pas rentrer chez ma femme. J'avais fait tout un cinéma, une commedia dell'arte en disant moi je me barre, tu me verras plus jamais. Et donc du coup bah il a changé d'identité, mais sans rentrer à la Légion. Mais ça veut dire qu'il a passé genre 3 ans à la rue avant de se restabiliser, je sais plus où, en Belgique je crois. Attends, pourquoi j'ai un problème, c'est que je sais pas pitcher les choses. Non mais ça donne vachement envie. C'est une chronique. De voir. Non mais ça a l'air triste surtout. C'est un peu triste, mais il allait bien. Mais en fait tout est triste, enfin tu vois, si tu regardes ouais, on est courageux hein, quand même. Hein. Moi je trouve aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je suis d'accord. Tu vois, l'histoire on l'a comprise hein, a priori. Et on est encore là donc. Ouais. On se bat. On voit jusqu'à demain puis on avise. Est-ce que tu as la réponse à Vadémécum? Oui. Je t'écoute. En fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, me dit-on. Vadémécum, c'est pas forcément un guide spirituel, je sais pas quoi, mais c'est un guide. C'est un guide. Le nom Vadémécum est aussi utilisé pour les méchants de campagne, leur truc, Ah. c'est plus un bouquin où tu as des règles d'art. Voilà. Donc c'est plutôt c'est plutôt un livre, des règles, etc. C'est un guide comme un guide routier. D'accord, mais le dentifrice, donc on. Parce que le laboratoire s'appelle Vadémécum en fait. Oh non, mais c'est juste parce que qu'est-ce qui s'appelle Vadémécum? Le laboratoire s'appelait Vadémécum. Oh, non mais bidon. Ça m'énerve. Merci beaucoup. C'est pas toi qui est bidon, hein, c'est l'explication. Elle est dure, hein. Cette 3e saison avec SML, elle a pris du galon, la meuf. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est désagréable. Non, par contre, s'il y a du ska derrière, je suis désolée. Moi, en fait, je me suis tellement. Je faisais une blague sur les têtes raides en off tout à l'heure. Et je pense que c'est leur fantôme qui vient nous hanter. Bon, écoutez, chers auditeuristes, comme dirait Victoire Tuaillon, vous avez un fond musical, j'espère que ça ira pour vous. Et j'espère surtout que ce concert ne va pas durer des millions d'années parce que j'ai mal à ma musique. Je pense qu'ils ont des lacets avec trop de lacets. Tu sais, à l'avant des chaussures. Ah oui, comme ça, voilà. qui continue très loin. Ouais, je vois. Tu mets très longtemps à enlever. Des lacets loin et quand tu les portes, tu sautes en faisant ouais. C'est vrai qu'en fait, ils sautent comme si, ouais, comme quand tu prends la casserole et que tu retournes pour la casserole dans la passoire. Ah oui. Avec les pattes. Ouais. Et que c'est chaud et que tu vois pop 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 pop. Sauf que ça c'est leur danse, c'est leur soirée. Il y a une nouveauté dans cette 3e saison qu'on commence, hein, on peut dire qu'on est en train de commencer une 3e saison, 4e saison, yes. C'est que je ramène une friandise à mes invités, mais je m'en prends une à moi aussi. Non. Et je me suis pris des guimauves à la vanille. C'est bien. Est-ce que t'en veux?
En fait, c'est le deuxième truc que je déteste le plus au monde avec la réglisse. Sérieux? Ouais, je déteste ça. La vanille? Non, j'adore la vanille, mais la guimauve, je trouve ça vraiment contre nature. Ah ouais. Bonne Je trouve rêve. ça vraiment abominable. Ah mais c'est... Alors, tu sais que j'ai eu très très peur pendant une seconde, parce que si tu me disais que t'aimais pas la vanille, on avait un énorme problème. Ah ouais? Non, j'aime bien les yaourts à la vanille, par exemple. Mais en bonbon, je trouve que guimauve, ça fait un peu la punition. Je trouve que c'est jamais aussi agréable qu'un schtroumpf qui pique ou qu'un truc comme ça. Très intéressant. Oui, Très je intéressant. trouve aussi. Mais oui. Parce que ça veut dire que dans ton bonbon, ta recherche essentialiste, elle se constitue de... il faut qu'il y ait un happening quoi, dans ton bonbon. Oui, exactement. Pas que ce soit ennuyeux. Un bonbon ennuyeux, c'est ennuyeux. Et la guimauve, je sais pas, c'est... Pour moi, il y a un côté vraiment désagréable. Est-ce que t'aimes bien aller te coucher? Non, j'aime pas ça. Voilà. Ouais, oui. J'aime pas ça. Je me couche plutôt pas très tôt. Et puis j'ai beaucoup de mal à dormir. J'ai beaucoup de mal à dormir sans aide chimique. Donc je prends plutôt des choses pour dormir la nuit, à ne pas reproduire, bien sûr. Trop tard. Mais non, j'aime pas du tout me coucher. Puis j'aime bien la nuit. En fait, je me réveille pas le matin. C'est un luxe du travail d'écrivain, c'est que j'ai mon propre emploi du temps, que je peux me réveiller quand je veux. Et que je dois travailler, mais que je peux travailler quand je veux, et que, en fait, je pense que ça fait des années que je me suis pas réveillé avant 11h30 ou midi. Enfin, ça fait vraiment des années et des années. Et je déteste le matin. Je trouve le matin très violent. Enfin, je trouve que pour moi, vraiment, le matin, c'est la métaphore de la violence du capitalisme. C'est la métaphore de la violence du système. On voit les gens qui sont crevés, qui vont travailler, les gens dans le métro à 8h comme ça, qui sont mal payés pour avoir un travail chiant, qu'ils aiment pas. Ouais. Et franchement, je trouve ça violent. Le matin me donne envie de pleurer. Je déteste ça. Vraiment, je déteste. Et je peux pas supporter. Et donc voilà, je préfère me réveiller plus tard. Et puis de toute façon, je trouve que c'est un peu banal. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, mais je trouve que la nuit, c'est beaucoup plus agréable. Donc je reporte toujours le plus possible le moment d'aller me coucher. Mais quid du petit matin, si t'as pas, enfin tu vois, si t'as veillé, si t'avais une nuit verte par exemple. C'est quoi une nuit verte? C'est comme blanche mais un peu moins. Ah. Alors moi je fais pas ça, parce qu'une fois que je vais me coucher je dors. J'ai toujours haï ne pas dormir. Et même déjà à 14-15 ans, quand j'allais en discothèque, en boîte avec mes copains, j'étais toujours le garçon un peu chiant qui voulait partir le premier et qui n'avait pas le permis puisque j'étais mineur et les autres l'avaient parce que mes amis étaient toujours un peu plus grands. Et moi je disais toujours c'est quand qu'on rentre parce que j'aime bien dormir quand même. Et j'aime pas du tout la sensation de ne pas dormir en fait. C'est parce que je suis fragile aussi, je suis un garçon fragile. Je suis pas, tu vois, moi j'ai peur des légionnaires et j'ai besoin de dormir. Alors que toi tu fais des nuits vertes et tu leur casses la gueule. Donc, je mange des guimauves à la vanille. Franchement, à nous deux, on va conquérir le monde, mon gars. On est T'inquiète. deux types de subjectivité très différentes. Ouais. De ouf. De ouf, ouais, c'est vraiment impressionnant. Et est-ce que t'aimes bien... Attends, il faudrait que je trouve vraiment la... C'est le principe de mon travail, de trouver la bonne phrase, mais je me rends compte maintenant. Est-ce que tu aimes bien monter dans une voiture passager et te rendre compte qu'il y a un truc pour t'accrocher à la main? Ouais, ça j'aime bien m'accrocher au truc. Titre, pardon, désolé, t'es obligé. Non, pardon, c'est... Non, j'aime bien, je trouve ça. Et puis, tu vas me trouver étrange, mais j'aime pas la voiture, comme la guimauve et la réglisse. Mais je trouve que je conduis pas, j'ai pas le permis de conduire et j'ai jamais voulu le faire. Et j'ai toujours eu peur des accidents de voiture. Et donc, quand je monte dans la voiture, je m'accroche. Mais donc ouais, je m'accroche systématiquement, mais j'aime bien en plus aussi être sur le côté parce que ça permet de choisir la musique. Et moi j'adore imposer ma musique aux autres. Je déteste quand on veut me faire découvrir de la musique. Ah ouais, c'est trop relou. Surtout tu sais quand tu es obligé de faire, c'est intéressant, tu fais ah ouais c'est pas mal. Et toi tu te dis mais si j'avais mis mon morceau à moi, ce serait tellement mieux.
Déjà, je pourrais chanter. Alors qu'il n'y a rien de plus agaçant dans la vie que quand l'autre connaît les paroles et pas toi. Ouais. Et donc que l'autre est en train de chanter. Et que toi, tu te retrouves dans des situations où tu ne peux pas chanter. Et ça, c'est vraiment déplaisant. Et surtout quand l'autre pense avoir une belle voix et que c'est pas le cas. Alors là, c'est carrément le désastre. Mais ouais, moi je déteste ne pas choisir la musique. Alors ça vraiment, je trouve ça... Ah mais on est si différents, si loin, si proches. Oui, parce que toi, c'est la même chose quoi. Bah, T'as déjà vécu cette scène, c'est-à-dire t'as déjà fait ah ouais, c'est pas mal. mais enfin, alors j'aime bien découvrir de la musique. Donc tu vois, j'adore conduire, j'adore rider en général. Twizy, voiture, trottinette, Ah ouais, vélo électrique, ah ouais, fourgon. Tu vois, moi j'en bouffe du kilomètre. ah ouais. Ah ouais. T'as passé le permis de conduire à quel âge? Bah 16 ans et demi quoi. Ah ouais. T'as fait la conduite accompagnée et Ouais, tout ouais. ça? Mais j'avais une petite Fiat Panda avant, j'avais pas le droit de la prendre, mais bon, tu vois, c'était l'est de la France. Il y avait donc, un peu... c'est Ah oui. c'est le pourtour, tu vois. Dans les petits chemins de campagne, tu conduisais? Oui, non, même pour aller pas en troisième, mais en seconde, j'allais en seconde avec ma petite Fiat Panda quand mes parents n'étaient pas là. Ah ouais. T'étais dans une ville ou dans un village? J'étais dans une petite ville Ouais. à côté de Mulhouse. Mais combien d'habitants? Bon, allez, j'allais dire 15 000 en été, mais on n'était vraiment pas une région où les gens venaient. Pas beaucoup. Est-ce que vous passiez la soirée dans la voiture avec tes amis à écouter Bien des sûr, choses? bien Ah ouais. sûr. Beaucoup de R&B, Ah ouais. de mauvaise qualité. Mais quoi? Genre Matt Houston, mais avant Matt Houston, donc c'est EP quoi, tu vois, où vraiment il fait juste ah oh yeah, oh, oui. oh yeah yeah. Et toutes les Wallen qui n'ont pas percé. Ah oui. Comme Ne brisez pas mes rêves par exemple. Ouais, voilà. Ah oui, ça c'était vraiment magnifique. Moi aussi j'écoutais ça toute la nuit. Ne brisez pas mes rêves avant que la nuit s'achève. Je trouvais ça vraiment super. Brise pas mes rêves avant que la nuit s'achève. Je chante très Eh très oui, il y mal. avait Wallen et il y avait Tragédie, il y avait. Ouais. Moi j'aimais bien ça. Aïe, 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 C'était. aïe. C'est ça que t'écoutais? Ah ouais, moi Tragédie ça me faisait vibrer. Est-ce que tu m'entends Eo, ça c'était. Et en fait je trouve ça encore vraiment bien. Enfin je l'ai réécouté il y a pas longtemps, je trouvais ça vraiment très très beau. Et puis on écoutait Soprano, c'était le début parce qu'en fait je sais que ça existe encore Soprano, Ouais. je crois contrairement à Tragédie. Ouais. Mais à l'époque des Psychiatres de la rue alors, à l'époque où Soprano était encore dans son groupe. Non, il était tout seul, c'est quand il faisait Hella Hella et tout ça, tu sais. Veux-tu vraiment que je cesse de mettre le feu? Oh non. Veux-tu vraiment que je cesse de parler des jeunes? Oh non. Hella 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 Hella. Non, ça te dit rien? Non. Mais je suis très heureuse de Mais ce tous les moment. autres connaissent, non? Elle écoutait Dorothée, mais nous on écoutait plutôt ça. Moi ça j'aimais beaucoup. Et puis Diams quand même, qui était Ah ouais, pour ouais, moi ouais. au début des années, les années 2007, 2008 à l'adolescence. C'était pour moi le grand truc. Diam, c'est Vita toute seule. Ah ouais, Vita toute seule. Vita et d'autres gens. Ah ouais. Ouais, Vita c'était pas grosse forme, hein, Vita à l'époque. C'est-à-dire? Je sais pas si elle était ric-rac ou si elle était en train de se faire briser le cœur encore et encore. Ah oui, elle était amoureuse. Ah bah ça n'allait pas fort. Hein. C'est un cœur amoureux. Ouais bah là, c'est surtout un cœur qui nous a pas donné des références très indépendantes. Parce que quand tu écoutes Vita ou même toute cette génération-là, il faut pleurer, attendre, supplier, dire que tu vas correspondre à ce qu'on attend de toi et continuer d'attendre en disant c'est qui cette chienne là? Tu vois. Donc, c'est très monogame et Ouais. je la bute si je la revois. J'invente. Hein. Ah, c'était pas l'avant-garde du féminisme, c'est vrai. C'est clair. Mais elle avait d'autres charmes. Bien sûr, On peut pas tout avoir. Mais Est-ce que tu te souviens de Jalan? non. Ah, c'était peut-être un peu avant parce que je suis un peu plus âgée que toi. Ouais, Jalan, ça me dit rien. Ouais, elle a pas percé non plus. Je crois qu'elle a ouvert un serrurier à Chatou. Mais étonnamment, c'est drôle ce que tu dis parce que en fait, politiquement d'ailleurs, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui est assez profond. C'est que
pour moi qui suis gay, pour moi, dans la construction de mon identité gay, pardon, l'idée d'une forme de féminité fragile comme ça, qui attend, était comme un truc presque de l'ordre de ce que je voulais être pour moi, presque du fantasme en fait. Je rêvais d'attendre un homme à la maison, je rêvais d'aller faire des courses pour un homme, je rêvais de... Et à 10 ou 11 ans, je rêvais de ça. Et c'est très étonnant, puisque évidemment maintenant j'ai le recul politique que j'ai, et que je vois bien que pour les femmes, c'est une identité qui est imposée. Enfin, le féminisme l'a dit mieux que moi, mieux qu'on est en train de le dire là. Mais en tout cas, ce qu'on sait, la femme qui est assignée au domestique, la femme qui est assignée à la tante, la femme qui est assignée à l'intérieur. C'est toujours bien de rappeler que c'est pas une affaire, hein, même si on est en 2020 et oui. qu'on est censé avoir compris. On n'est pas encore tout à fait au niveau, mais c'est vrai que je sais pas, c'est très étonnant et je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être discuté intellectuellement. Bien sûr. Et parce que une identité qui était imposée et une identité qui est fantasmée, évidemment, elle est pas du tout la même chose. Et tu vois, quand on parlait de masculinité tout à l'heure, moi, la masculinité, je pense pas que ce soit un problème en tant que tel. Je pense qu'elle est un problème quand elle est imposée ou quand elle est une source de violence à l'égard des autres. Mais si la masculinité, elle est une source de jeu, par exemple, de jeu érotique, etc., alors c'est quelque chose de tout à fait différent, et on peut dire voilà, moi j'aime jouer avec ça, j'aime jouer moi à la masculinité par exemple, ou j'aime jouer, tu sais, il y a toujours cet exemple dont je parle tout le temps, qui était Simone de Beauvoir, qui a écrit le Deuxième Sexe, qui a quand même été un des livres fondateurs du féminisme, avec d'autres. Mais non, je plaisante. Jingle. elle a fait ce livre qui était quand même fondateur du féminisme, et après sa mort, j'en parle tout le temps, mais parce que pour moi c'est vraiment une anecdote intéressante, on a retrouvé sa correspondance avec Nelson Algren, l'écrivain américain dont elle était amoureuse, et en fait dans sa correspondance, elle disait à Nelson Algren je rêve de vous attendre à la journée toute la maison et de vous faire des gâteaux. Et en fait, il y a plein de gens qui ont attaqué Simone de Beauvoir en disant ah voilà, c'est ça une féministe, en fait son rêve c'était d'aller faire des gâteaux pour les hommes et de les attendre à la maison. Et moi je me dis, mais elle avait théorisé la domination masculine. Elle écrivait pas dans la presse, si vous êtes une femme, il faut que vous aimiez faire des gâteaux à votre homme, et sinon vous êtes une ratée. Elle disait, il faut combattre l'oppression masculine, et en même temps dans l'espace intérieur, elle pouvait jouer avec des normes qui sont dans l'espace public, des normes oppressantes, mais qui peuvent être à l'intérieur de la sexualité, à l'intérieur de l'espace intime, qui peuvent être des notions de jeu, des notions de pouvoir avec lesquelles on vient jouer, et qui à ce moment-là sont pas forcément oppressantes à partir du moment où elles sont choisies. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a pour moi, il y a une complexité là qui est grande, et ça me paraît toujours un peu compliqué quand on applique les schémas de la politique au schéma de la sexualité, par exemple, en se disant voilà, avoir ce type de rapport sexuel là, c'est alors s'il n'est pas choisi, évidemment, encore une fois, c'est la question du choix en fait, qui est la question centrale. Exactement, il faut avoir le choix. Mais après, quand on commence à interroger son désir, ça rend un peu fou quand même, parce que tu dis d'accord, c'est mon désir, c'est dans ma sphère personnelle, mais pourquoi je désire ça? Oui, bien sûr. Parce que c'est le modèle que j'ai eu depuis toujours, et si j'essaye de jouer à autre chose, est-ce que, parfois, je sais pas si ça te fait ça, des fois je me dis ah tiens, et si, ah non, tu vois, genre pendant une seconde je me dis ah mais non, et j'arrive même pas, en fait ça m'amuse même pas même le fait d'imaginer, même je passe même pas à l'action de rien du tout, mais juste me dire changer, j'ai pas envie en fait de jouer à autre chose que ce à quoi j'ai le droit de jouer quand enfin je suis chez moi dans ma sphère privée, et que je suis off duty, quoi, tu vois, quand j'ai plus besoin de responsabiliser, de faire attention. Enfin, là, l'histoire des chanteuses de R&B des années 90-2000, c'est vraiment incroyable, parce que elles ont été produites, tu vois. Et souvent, c'était des producteurs.
qui ont dit non mais ça c'est bien, ça c'est bien, ce message-là il est bien. Et en France, j'écoutais une rétrospective des chanteuses, le titre c'était genre les chanteuses badass, les chanteuses de R&B badass aux États-Unis. Et en effet, il y a eu Christina Aguilera, enfin toute la même période de chanteuses de R&B aux États-Unis qui elle faisait des chansons genre mais moi j'en ai rien à foutre de toi, je veux faire ma vie et laisse-moi tranquille quoi. Mais en France on n'a pas eu ça parce que le max c'était Diams qui disait recherche un mec mortel quoi, tu vois. Et bon Eh oui, c'est vrai. Ben alors sors un single. Viens rompre avec cette histoire-là. Non, en plus, il y a sans doute plein de choses qui existaient, mais des choses alternatives qui n'étaient pas promues et tout ça. Enfin, oui, certainement. Donc, bien sûr, il y a des discours qui sont rendus impossibles comme ça. Et, ouais. Heureusement que maintenant, il y a plein de chanteuses qui se sont affranchies de ça. Et d'ailleurs, qui sont vraiment courageuses, même si j'aime pas tellement utiliser cette expression. Mais là, en l'occurrence, il faut remettre la tare sur la balance. C'est-à-dire qu'une chanteuse aujourd'hui qui est interviewée et qui a un message différent de genre je t'attends et je te fais une tarte en gros, on va lui dire mais donc vous votre combat féministe, t'es là genre mais laissez... Pourquoi cette agressivité chez vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de singer le masculin? Eh oui, parce que ça fait peur, ça n'arrange personne et ça fait peur à tout ce qui est en ordre, bien rangé et les serviettes toutes pliées pareilles de la société. Absolument. Les serviettes étant la norme. Ouais, ça agace les gens. Ouais, non, c'est vrai, ça agace les gens. Quelqu'un qui joue pas correctement son rôle, ce qu'on attend, ce qui est attendu par la société du rôle, ça produit un tel. Mais c'est comme tu dis, c'est ça. En fait, c'est vraiment de l'ordre de l'agacement. Il y a un rapport entre structure sociale, normes sociales et agacement. Les gens comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça, tu vois? D'ailleurs, c'est partout. Hein, moi, l'histoire de mon enfance, c'est l'histoire d'un petit garçon efféminé, perçu comme efféminé par les autres. Et les autres me disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme une fille? Pourquoi tu bouges les mains quand tu parles? Mon père me dit, mais arrête de faire ça. Tu fais ça pour nous emmerder. Pourquoi tu fais ça? Et à cause de toi, tout le monde se moque de nous dans le village, tout le monde dit on est la famille du PD. Et vraiment, c'est la norme produit comme ça, le non-respect de la norme et la norme donc, qui va avec produit une forme d'irritation, d'agacement. C'est comme s'il fallait d'abord prouver, parce que je me souviens de ce passage dans un de tes romans où tu parles du fait que tu as trouvé des photos de ton père en majorette. Lui, il a prouvé d'abord qu'il était mascu tout bien comme il faut, et après il s'amusait au bal à mettre un costume de majorette, enfin pour rigoler, et il était genre, il avait montré sa carte d'identité mascu, et après c'était bon. Donc c'est juste, c'est fou de se dire que l'intransigeance, c'est juste de l'agacement. Non, mais en plus, ce qu'on appelle l'intransigeance, en fait, ce qui est appelé l'intransigeance, c'est la liberté des dominants et la non-liberté des dominés. C'est-à-dire, si tu es un garçon qui se comporte comme une fille, là, il n'y a aucune intransigeance pour la norme, en te disant t'es un déviant, t'es un PD, c'est pas bien ce que tu fais. Alors que si tu es perçu socialement comme le mec masculin, là, tu as un pouvoir complet sur la norme, quoi. Et tu fais ce que tu veux. Et ça, pour moi, ça me frappe toujours. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que dans notre société, que ce soit au niveau des classes, que ce soit au niveau des races, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau de... Il y a des polarités dominants-dominés qui existent, mais la complexité supplémentaire, c'est que les dominants, des normes existent dans leur monde, mais à la fin ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé de la campagne à Paris, tu sais, je me sentais par exemple hyper tendu quand j'allais à Paris, les toutes premières fois de ma vie au restaurant et tout ça. Bon, je me retrouvais, tu sais, un peu comme dans la situation où Jack de Titanic va manger chez les riches pour la première fois. Alors je regardais, je me disais quel couvert il faut tenir, comment il faut se tenir, comment il faut parler. Et en fait, je voyais des gens de la bourgeoisie qui se comportaient comme ils voulaient. Un jour, j'étais au restaurant, il y a quelqu'un que je connaissais qui avait acheté son fromage chez le fromager, qui a mangé au restaurant et qui a sorti son fromage pour le dessert en disant c'est le meilleur fromage de Paris, donc c'est celui-là que je veux manger. Et moi, je m'étais dit, mais si moi j'avais fait ça, je me serais dit, c'est parce que je suis quelqu'un qui n'a pas les normes, qui est pas bien éduqué, je sais pas quoi. Enfin, je pensais comme ça à l'époque. Maintenant, mais en tout cas, je me disais, lui, parce qu'il est du côté dominant,
dominant, il fait ce qu'il veut. Et donc mon père c'est pareil, il disait un homme ça doit jamais pleurer, toi tu te comportes comme un PD. Et en fait lui il pleurait à peu près tous les 2 jours, et, au minimum. Et ma mère pleurait jamais, et il se déguisait en femme tout le temps. Et en plus quand il se déguisait en femme, c'est-à-dire déjà l'image qu'il avait de ce qu'était une femme, mais le rouge à lèvres, la poitrine, c'était pas juste... Près d'eyeliner impec, le gars. Impeccable. Waouh, ah d'accord. Bah, mais franchement, je me suis dit... Apprends-moi tout ce que tu sais. Bah oui, si seulement on avait pu... Je pensais pas qu'on allait finir... Enfin, on a bientôt fini cet épisode. Je pensais pas qu'on allait finir sur le besoin de débinariser la société. Bon, je devais m'en douter en même temps, hein, parce que c'est ça, c'est là toute la racine du problème. Ça et le fait qu'on... Oh ouais, non, je vais pas me lancer là-dessus. Vas-y. Qu'on laisse les travailleurs du sexe tranquilles. Mais bon, ça c'est... Oui, bon. bah, je suis d'accord. Il nous reste 5 minutes, donc je sais pas si on parle de ça, ou si je te demande si des fois tu te réveilles en disant franchement cette idée je vais m'en souvenir, j'ai pas besoin de la noter, c'est bon. Et tu te réveilles le lendemain et t'es là genre j'aurais dû la noter. Tu vois ce moment ou pas? Ouais. Tu notes ou pas? Ah oui, non, moi je note pas, et puis j'oublie très souvent. J'oublie très souvent. Mais je pense que la question des travailleurs et des travailleuses du sexe aujourd'hui est une question avant-gardiste très importante, et que c'est une des questions où, pour moi, je dis toujours, pour moi, le moment toujours le plus terrifiant politiquement, c'est quand tout le monde est d'accord de l'extrême droite à la gauche, quoi, à une partie de la gauche, en tout cas de ce qui se définit sur la gauche. Et en fait, la persécution des prostituées, la persécution d'ordre politique, policier, législatif, c'est quelque chose qui va de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Et pour moi, ça c'est vraiment le syndrome d'une société qui fait peur, c'est-à-dire à l'intérieur de laquelle il y a plus de polarité, il y a plus de friction politique, avec toujours d'ailleurs des discours un peu étranges comme ça, où on dit aux gens, on dit aux gens, mais les prostituées qui n'ont pas choisi, alors dans ce cas-là on dit mais dans ces cas-là c'est de l'esclavage, c'est pas de la prostitution. Si moi on me fait nettoyer ce hangar là qui est juste à côté de nous tous les soirs, et que j'ai pas envie de le faire, j'ai envie qu'on se batte pour moi aussi. Ah oui, mais il n'y a pas de sexe impliqué. Ah, donc, y a pas de sexe impliqué. Tu vois donc les gens disent non mais on veut posséder, c'est sexe. Comment ça, elles font ce qu'elles veulent de leur chatte. Non. C'est inadmissible. Mais non, mais en plus c'est très je sais pas, c'est vrai que il est très important pour moi de penser que le mouvement pour l'émancipation de la sexualité ne doit pas devenir un mouvement anti-sexualité, un mouvement anti-sexe. Et ça c'est toujours un peu terrifiant. Enfin, je sais pas pourquoi si on utilisait mes organes génitaux, ce serait quelque chose de plus aliénant que si on utilisait mes bras. Enfin, il y a quelque chose de... Je veux dire, si dans les 2 cas je le décide, parce qu'encore une fois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le féminisme, la question c'est la question du consentement. Mais ouais, je pense que là, il y a quelque chose qui est majeur, il y a un sujet qui est majeur. Bien sûr. Tout à l'heure, au déjeuner, je fais un petit saut de puce, hein, je te le dis, mais quand même, tu vas voir. On essayait de déterminer si le petit bagage d'un des collègues était une sacoche ou un sac à main. Et donc, on est parti de là au fait d'appeler un sac un Bézanville. Et on a découvert, grâce à des recherches poussées sur le web, j'adore le web, que en fait le terme Bézanville c'était beaucoup utilisé par les femmes bourgeoises, et qu'elles adoraient se rendre un peu coquines en disant je prends mon Bézanville, et tu vois, c'était le max de coquinerie, voilà. Mais c'est comme si... Alors attends, j'ai un point, j'ai un pitch, t'inquiète, il y a une fin à cette phrase. C'est comme si en fait le sexe c'est intéressant si on a un peu honte à un moment donné et qu'on dépasse ça. Et je pense que c'est trop d'infos de dépasser la honte. Attends, tu vas voir. Et à mon sens, la raison pour laquelle la société est aussi
pudibonde, hein, parce que c'est vraiment ce qui se passe à mon sens. Encore une fois, les dominants nous ordonnent d'être pudibonds, mais par ailleurs, tout le monde a vu les pubs au bad depuis et Tahiti douche et machin depuis toujours machin. Et je pense que ils veulent pas savoir ce dont ils ont vraiment envie. Et pour que nous, on n'ait pas le droit de savoir ce dont on a vraiment envie, ils nous disent c'est pas comme ça c'est pas ça la société. Vous n'avez pas le droit de posséder votre sexe, parce que si vous savez de quoi vous avez envie, vous n'aurez certainement plus envie de nous. Et c'est là que je peux mic dropper en disant vous avez 4 heures. Tu vois tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est à côté de la plaque ce que je dis ou... Non, je saisis tout ce que tu peu. fais. Non, c'est pas que c'est trop long, c'est que c'est vraiment un sujet profond. Il faudrait qu'on se fasse 3 heures là-dessus, mais clairement, il y a quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui sur la sexualité et justement la domination et l'émancipation. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement renouvelées, et donc c'est ça le programme pour les années à venir. Je pense aussi. Ouais. Bah, on commence à partir de maintenant, parce qu'on a fini cet épisode. Merci beaucoup d'être venu. Merci. J'ai l'habitude de dire que je suis saucée, et là je suis vraiment saucée. Merci. Faites un bordel pas possible pour Édouard Louis, s'il vous plaît.